Avant de commencer, j'en profite pour vous informer très rapidement que j'ai mis dans la description les liens vers 2 petits ouvrages que j'ai écrits, un recueil de nouvelles de 70 pages et un roman de 200 pages. Parce que l'analyse c'est bien beau, mais à la base, ce n'est qu'un moyen pour moi d'éviter de tomber dans le genre d'écueil que je dénonce dans certaines de mes vidéos, dont celle-ci. Ma véritable passion, c'est l'écriture. Pourquoi ? En un mot, évasion. Et ça tombe bien, parce que c'est pile le thème de la vidéo. L'une des toutes premières histoires que j'ai écrites, il y a 18 ans maintenant, racontait le parcours d'un mec qui, emprisonné parce qu'il ne rentrait pas dans le moule imposé par la société, déclenchait une révolution depuis la prison où on l'avait enfermé. Avec d'autres détenus injustement emprisonnés, il prenait ainsi le contrôle de la prison. Lors de la célébration de sa victoire, tandis que ses co-révolutionnaires le portaient en triomphe, il était frappé par la foudre qui, pour une raison inconnue, le projetait 20 ans dans le futur. Il arrivait alors à une époque à laquelle on le considérait comme un prophète, un modèle auquel chaque habitant de la nouvelle société devait se conformer. Ses anciens camarades révolutionnaires, les nouveaux dirigeants, lui expliquaient qu'après s'être émancipés grâce à lui de l'ancien modèle imposé, ils avaient imposé leur nouveau modèle basé sur lui. L'histoire se terminait sur notre héros, prêt à exploser de rage, car, manifestement, ses camarades n'avaient pas compris que le problème n'était pas le modèle que l'on imposait, mais que l'on impose un modèle. Cette histoire exprimait un point de vue assez simple, à savoir que chacun a le droit d'être qui il a envie d'être et de faire ce qu'il veut de sa vie. Mais que personne n'a le droit de dire à autrui qui il est, ni de faire ce qu'il veut de la vie d'autrui. Plus simplement, personne n'a le droit de soumettre personne, et la seule règle à laquelle nous devrions tous nous soumettre est de ne soumettre personne. Et si j'avais écrit cette histoire, ce n'était pas simplement pour développer mon point de vue sur l'émancipation, mais aussi pour m'émanciper de la réalité en m'évadant à travers la fiction. Car l'art, d'une manière générale, est avant tout, au propre comme au figuré, de par le rêve que cela procure et l'infinité de points de vue que cela permet d'exprimer sur n'importe quel sujet, un médium d'émancipation. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la plupart des histoires, dont celles que nous avons traitées sur cette chaîne, nous content l'émancipation, ou, lorsque cela se termine mal, l'échec de l'émancipation d'un personnage ou d'un groupe de personnages d'une oppression quelle qu'elle soit. Et si, aujourd'hui, j'ai une vision aussi simple et selon moi saine du monde, c'est en partie grâce à ces œuvres. Et c'est aussi en partie grâce à ces œuvres que j'ai le réflexe de me dresser contre toute tentative de soumission, qu'elle soit physique ou, dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, psychologique. Car nous allons parler de diabolisation, et plus précisément de diabolisation au cinéma. Mais avant tout, qu'est-ce que la diabolisation ? La diabolisation est une déclinaison du terme diable, à savoir le mal incarné dans le dogme chrétien, mais que l'on retrouve sous divers patronymes dans toutes les mythologies existantes. La diabolisation est, par conséquent, un procédé rhétorique dogmatique, car il découle du dogme. Mais qu'est-ce que le dogme ? Le dogme est une définition arbitraire, absolue et incontestable d'une ou plusieurs règles qui régissent notre univers réel. Un dogme est ainsi à la réalité ce qu'une règle qui définit un univers de fiction est à la fiction. La seule différence entre un dogme et une fiction est que, dans le premier cas, l'auteur attribue les règles qu'il a mises en place à une entité supérieure et, lorsqu'il veut être sûr qu'on ne remette pas ces règles en question, il utilise la diabolisation. Pour faire simple, c'est comme si un scénariste, après avoir défini les règles de son univers de fiction, disait « Ah bah en fait, c'est Dieu qui m'a dit que ça fonctionnait comme ça dans la réalité, donc fermez vos gueules. Et si vous êtes pas d'accord, c'est parce que vous êtes le diable. » Un peu comme si George Lucas, après avoir écrit Star Wars, avait dit « Je ne fais que répéter ce que Dieu a dit, donc les sabres laser existent, et si vous dites le contraire, eh ben vous êtes des Sith. » Le dogme, en imposant des règles arbitraires fondées sur rien de tangible, fictionnalise la réalité. Contrairement à la science, qui essaye de la comprendre et de la révéler. Et d'ailleurs, il m'apparaît qu'il est justement nécessaire pour toute la suite de la vidéo d'aborder très rapidement, je vous rassure, la notion de science, en démontrant que dans les domaines incertains qui relèvent encore du théorique, science rime mieux avec croyance que dogme. Et pour cela, nous allons prendre comme exemple l'une des grandes questions que se pose l'humanité, quelles sont les origines de l'univers ? Selon les dogmes monothéistes, Dieu, quel que soit le nom qu'on lui donne, serait à l'origine de tout. Selon la science, on cherche encore. On se base sur nos connaissances, qui sont en constante progression, pour émettre des théories plausibles. La plausibilité d'une théorie étant déterminée par nos connaissances dans les domaines qu'elle implique. Si nos connaissances réfutent le postulat sur lequel se base une théorie, cette dernière n'étant par conséquent pas plausible et donc réfutée. Par ailleurs, plusieurs théories plausibles pouvant coexister, adhérer à une théorie scientifique sur les origines de l'univers n'implique pas le rejet d'autres théories plausibles. On accepte simplement le fait que ce n'est qu'une théorie parmi d'autres.
Ce qui veut dire que la croyance en l'existence de Dieu n'est pas incompatible avec la science, puisque rien ne vient contredire son existence, donc réfuter le postulat selon lequel il existe. C'est juste une théorie acceptée parmi d'autres, bien que moins plausible que d'autres, puisque si rien ne vient la réfuter, rien ne vient la confirmer non plus. A l'inverse, on peut très bien dogmatiser une théorie scientifique. Par exemple, affirmer que croire en autre chose que la théorie du Big Bang et de la bêtise est un raisonnement dogmatique, car un raisonnement dogmatique réfute automatiquement tout ce qui va à l'encontre du dogme. On peut croire en l'existence de Dieu ou en la théorie du Big Bang, ou les deux, du moment que l'on accepte que ce ne sont que des possibilités. Et c'est en cela que science et croyance ne sont pas incompatibles. Car en science, on peut accepter de croire en une ou plusieurs théories tant qu'elles demeurent plausibles. Mais qu'est-ce qui différencie concrètement une croyance dogmatique d'une croyance scientifique? Eh bien, lorsque l'on part d'un postulat dogmatique, on cherche uniquement à le confirmer. Ce qui peut mener à occulter, voire dans les cas les plus extrêmes, détruire tout ce qui pourrait l'infirmer. Plus simplement, on construit la réalité à partir de sa croyance. A l'inverse, lorsque l'on part d'un postulat scientifique, on cherche à le confirmer, mais également à l'infirmer. On le remet en question, et plus généralement, on remet tout en question. Les discours avec lesquels on n'est a priori pas d'accord, les discours avec lesquels on est d'accord, et son propre discours. Et on le fait plusieurs fois pour être sûr, notamment si l'on prend connaissance d'un nouvel élément qui peut remettre en perspective le postulat sur lequel il se base. Plus simplement, on construit sa croyance à partir de ce que l'on sait de la réalité. Là est la différence entre une croyance dogmatique et une croyance scientifique. Dans le premier cas, on croit savoir, dans le deuxième, on sait croire. Le dogme refuse les points de vue autres que celui qu'il défend, la science accepte la pluralité de points de vue dont elle détermine la plausibilité en fonction de ses connaissances. Personnellement, mes croyances dans les domaines incertains tels que l'origine de l'univers balancent du côté des probabilités en fonction des connaissances relatives à ces domaines. Par conséquent, je crois en l'inexistence de Dieu, mais j'admets que ce n'est qu'une possibilité. Et acceptant totalement que l'on puisse croire en son existence, j'attends la même considération à mon égard. Et si on commence à me diaboliser ou à me faire du chantage à l'enfer pour me forcer à me soumettre au dogme qui est rattaché, je ne baisse pas la tête, au contraire même, j'aurais plutôt tendance à la redresser. Et là, j'aimerais préciser que chacun est libre de se soumettre à un dogme quel qu'il soit, du moment que c'est un choix fait spontanément, à un âge suffisamment avancé, à l'âge adulte, pour avoir le recul nécessaire pour faire ce choix, et ce, sans avoir subi quelconque pression familiale et ou communautaire qui font de sa vie un enfer. Même si ces pressions sont faites avec de bonnes intentions, puisque c'est pour éviter à celui ou celle qui les subit d'aller en enfer. Bref, on peut se soumettre, oui, si on s'épanouit ainsi, mais on ne peut pas soumettre ou pousser à se soumettre. Plus simplement, la liberté de culte, oui, la liberté de prosélytisme, soft ou agressif, non. Donc la diabolisation, non. Mais pourquoi, lorsque l'on est soumis à un dogme, a-t-on tendance à diaboliser? Parce que lorsque son dogme est remis en question, on se sent attaqué, agressé, et on voit la cause de cette remise en question comme quelque chose de négatif. Et si cette cause est une personne, on l'aperçoit comme un ennemi. Quelqu'un qui nous veut du mal. Mais pourquoi? Car ne pouvant s'y rattacher scientifiquement, on s'y rattache sentimentalement. On donne, via son ressenti, corps au dogme qui s'incarne donc en soi. C'est exactement le propos de Contact, sorti en 1997, qui te dit que si tu ressens une chose, c'est que cette chose existe, et ce, même si tu n'as aucun moyen de la révéler au monde. Sauf que non, un ressenti est réel, oui, mais un ressenti, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas la réalité. Et même si ce ressenti est en accord avec la réalité, il faut d'abord prouver cette réalité. Et tant que cette réalité n'est pas prouvée, le ressenti ne reste qu'une perception de la réalité. Et attention, un ressenti doit être respecté, mais respecter un ressenti ne signifie pas s'y soumettre. En gros, si autrui est persuadé d'avoir vu une licorne, on veut bien croire sa parole, mais cela ne signifie pas que l'on croit en l'existence des licornes. Cela signifie que l'on respecte son ressenti, pas que l'on s'y soumet. Respecter ne veut pas dire se soumettre. Et si l'on refuse de s'y soumettre, par exemple en expliquant pourquoi on ne croit pas en l'existence des licornes, autrui ne doit pas nous diaboliser en réponse pour nous soumettre et ou éviter d'être confronté à la réalité. Car oui, la diabolisation, en plus d'être un procédé de soumission psychologique, est une manière d'occulter la réalité en faisant taire celui qui, par son simple point de vue ou sa simple existence, remettra sa perception en perspective. La diabolisation est une conséquence de la fictionnalisation
de la réalité. Et lorsque le dogme fictionnalise la réalité, cela entraîne une confusion entre réalité et fiction. La fiction, ou l'art en général, devenant alors une extension de la réalité telle que décrite par le dogme, ne délivre plus qu'une vision dogmatique de la réalité. Et c'est un problème, car le dogme, même si pouvant bien évidemment être représenté par l'art, ne doit pas encadrer l'art, car sinon ce n'est plus de l'art qui propose un point de vue, mais un outil de propagande idéologique qui impose un point de vue. Le dogmatisme impose au regard une direction unique, alors que l'art propose au regard d'adopter momentanément un regard autre. Le dogmatisme restreint le champ de vision, l'art en favorise l'élargissement. L'art peut élargir le point de vue sur la réalité en le substituant par d'autres points de vue le temps d'une œuvre, mais ne doit ni le réduire, ni le contraindre, ni le restreindre en se substituant à la réalité. C'est une aberration que de se servir de l'art, donc d'un médium d'émancipation, pour imposer un point de vue unique via un procédé de soumission tel que la diabolisation. Mais comment diabolise-t-on au cinéma? Eh bien, c'est simple, il suffit de représenter exclusivement de manière négative quelque chose qui ne l'est pas par essence. Comme une idée, ou un peuple, et ou un sexe, et ou une orientation sexuelle, et ou une sexualité, etc., etc. Par exemple, avec le film 300, qui représente, à travers les divers antagonistes de l'histoire, négativement tout ce qui n'est pas blanc, hétéro, pro-guerre et pur génétiquement, on est dans la diabolisation. Et là, on va me dire, non mais attends, t'es en train de dire quoi là? Que les Spartiates sont les méchants de l'histoire, alors qu'ils se font attaquer? Alors quoi, t'es pour les Perses? Selon toi, les Spartiates devraient se soumettre, c'est ça? T'es contre la liberté? Non, bien sûr que non. Les Spartiates sont les victimes dans cette histoire, qui plus est inspirée de faits réels. Ils sont tout à fait en droit de se défendre contre leurs agresseurs, les Perses. Ce que je reproche au film, c'est de véhiculer à travers eux et leur histoire une rhétorique eugéniste, anti-diplomatique, anti-non-hétéro et anti-non-blanc. Et là est le premier danger de la diabolisation dans la fiction. C'est que, fictionnalisant la réalité, cela se reporte fatalement dans la réalité. C'est-à-dire qu'en associant à travers le récit les héros qui se défendent et défendent leur famille à des valeurs douteuses, on associe ces valeurs douteuses à ces héros et leurs combats. Ce qui a pour conséquence que critiquer ces valeurs douteuses aura pour effet inconscient le sentiment que l'on critique les héros et leur, en l'occurrence, noble motivation. Alors que non, il faut bien séparer les héros et leur motivation des valeurs douteuses qui sont rattachées à travers le récit. Sinon, on se retrouve à suivre le discours du film en diabolisant tout ce qu'il diabolise. En gros, t'es contre l'eugénisme des Spartiates, donc tu es contre leur cause noble. Vous voyez le caractère insidieux que la diabolisation peut avoir? Ici, la noble cause des Spartiates sert de bouclier à la rhétorique douteuse que le film défend. Et cela aura aussi pour effet le raccourci inverse, à savoir qu'être en l'occurrence contre l'invasion d'un pays implique être pour l'eugénisme. Et à la base de cet amalgame entre négatif et positif, il y a le blasphème. En gros, l'insulte d'un dogme qui, considérant la remise en question comme une insulte, diabolise la libre pensée. Le blasphème donc, aussi connu sous le nom de crime de pensée dans le roman 1984, qui s'y traduit entre autres par l'amalgame entre deux idées, une négative et une positive, ce qui permet de donner une connotation négative à l'une qui, à la base, est positive, et ou une connotation positive à l'autre qui, à la base, est négative. Pour ainsi, selon les besoins, justifier l'injustifiable et ou rendre innommable le nommable. Un bon exemple cinématographique d'utilisation du crime de pensée, ou du blasphème, se trouve dans le film Matrix, déjà abordé sur cette chaîne. La matrice est, je le rappelle, une allégorie de la société occidentale. La société occidentale qui est donc, selon le film, un régime totalitaire. Mais la société occidentale n'étant, dans la réalité, pas un régime totalitaire, la matrice est donc une diabolisation de la société occidentale. Pourquoi? Parce que l'Occident n'est pas un régime totalitaire. Pourquoi? Parce que la base d'un régime totalitaire, comme on peut d'ailleurs le voir dans Matrix, étant d'interdire toute remise en question, la société occidentale n'est donc pas un régime totalitaire, étant donné qu'elle permet sa remise en question. Je le sais parce que j'ai grandi en Occident avec des œuvres occidentales qui passaient leur temps à ça, à commencer par Matrix, qui le fait mal, mais qui le fait quand même. L'Occident n'est pas parfait, il est même très imparfait, nous sommes d'accord là-dessus, mais il peut progresser puisqu'il peut être remis en question. Matrix, pour illustrer son propos émancipatoire, nous présente la société occidentale comme un état totalitaire envers lequel le peuple devrait se révolter afin d'en provoquer l'effondrement. Matrix est donc un film révolutionnaire anti-Occident. Et Matrix nous dit, à travers le personnage de Cypher, que si l'on n'est pas d'accord avec son discours anti-Occident, que si on doute de ce discours, alors on est un traître, un violeur, un meurtrier et un lâche. Cypher est l'incarnation du crime de pensée, du blasphème donc, car celui qui doute du discours du film est un Cypher. Donc Matrix, par ce procédé dogmatique, empêche la remise en question de son discours.
discours. Et un discours, quel qu'il soit, qui interdit toute remise en question, est un discours totalitaire. Et lorsqu'il le fait, comme dans Matrix, via la diabolisation, c'est un discours dogmatique totalitaire. Matrix ne véhicule donc pas un discours révolutionnaire anti-totalitaire, Matrix véhicule un discours révolutionnaire totalitariste. Et là, je vais faire une petite parenthèse Star Wars. Parce que oui, Star Wars, c'est loin d'être stupide, en tout cas en ce qui concerne les deux premières trilogies. La première trilogie nous montre la chute d'un empire causé par des révolutionnaires anti-totalitaires, les rebelles, qui n'ont d'autre choix face à un empire oppressif capable de détruire des planètes si l'on refuse de s'y soumettre que d'y opposer une mesure radicale, la révolution. La prélogie, quant à elle, nous montre la chute d'une république imparfaite causée par des révolutionnaires totalitaristes, Palpatine et Anakin, qui justifient leur radicalisme en diabolisant leurs opposants, The Jedi have tried to overthrow the Republic. ainsi que toute remise en question. If you're not with me, then you're my enemy. Oh tiens, c'est marrant, cette réplique me rappelle quelque chose. Attendez, ah oui! If you are not one of us, you are one of them. Matrix véhicule un discours révolutionnaire totalitariste, d'une part en représentant l'Occident comme un État totalitaire, donc en le diabolisant pour justifier son radicalisme et donc, fatalement, son extrémisme. Et d'autre part, en se servant de la lutte pour l'émancipation comme bouclier pour éviter toute remise en question qui est, en plus, diabolisée à travers le personnage de Cypher. Et ce discours révolutionnaire totalitariste se retrouve dans plusieurs œuvres récentes qui préconisent, ou tout du moins, prévoient un effondrement de l'Occident. Et bien évidemment, à l'instar de Matrix, leur radicalisme vire automatiquement à l'extrémisme, et les luttes nobles, comme par exemple les luttes contre le racisme ou le sexisme, sont utilisées comme prétexte pour justifier leur rhétorique extrémiste, mais aussi comme bouclier qui en empêche toute remise en question. Je précise quand même, avant de continuer, que l'un n'implique pas forcément l'autre. Ne tombons pas dans le piège de la diabolisation. Pour prendre des exemples connus, lorsque Titanic dénonce le sexisme, ce n'est pas pour véhiculer une rhétorique extrémiste. Pareil pour Philadelphia qui dénonce l'homophobie, pareil pour La couleur pourpre qui dénonce le racisme, etc., etc. Par contre, lorsque Get Out dénonce le racisme, il véhicule involontairement peut-être, mais il le fait quand même, une rhétorique extrémiste dont il empêche la remise en question. Je m'explique. Get Out représente tous ces personnages blancs négativement, donc diabolisation, donc dogmatisme. Ils sont méchants parce qu'ils sont blancs donc ils sont méchants. Pourquoi ? Parce que c'est la vérité incontestable du dogme. Et là où le film est pervers, c'est que non seulement il les représente négativement, mais en plus, il les montre sournois puisque feignant la bienveillance. La palme revenant à la copine qui semble être la seule vraie gentille du lot, alors que c'est la pire. Et cette révélation, faisant office de twist, de retournement de situation, marque le propos principal du film qui est « Il ne peut y avoir de coexistence entre blancs et non-blancs ». Car en nous montrant que les blancs les plus gentils, les plus mesurés, sont en fait les pires, le film dit non seulement que tous les blancs sont des pourritures, mais en plus il suggère qu'il n'y a aucune entente possible entre les blancs et les non-blancs. Et si jamais des spectateurs non-blancs ne sont pas d'accord avec ce postulat, eh bien selon Get Out, c'est parce que, à l'instar des non-blancs occidentalisés du film, ils ont subi un lavage de cerveau. Mais si, vous savez, ces non-blancs qui se sont fait greffer un cerveau de blanc, et ces policiers non-blancs qui refusent de croire cette théorie lorsque l'un de leurs congénères, dont ils se moquent allègrement, vient la leur exposer sur la base de rien. Là, le film dit, si tu es un non-blanc et que tu n'es pas d'accord avec le propos extrémiste du film, eh bien tu as le cerveau lavé. Tu es un blanc dans un corps de non-blanc. Tu es un traître, en gros. Ce qui est une autre manière de dire, si tu n'es pas avec nous, tu es contre nous. Cette notion du non-blanc blanc à l'intérieur est l'équivalent de Cypher, à savoir la personnification du crime de pensée. Une diabolisation du doute, donc. Et c'est ce film et sa représentation du non-blanc blanc à l'intérieur qui m'a fait envisager un postulat selon lequel il existait une rhétorique anti-blanchité que j'expose de but en blanc dans ma vidéo « Le cinéma contre la blanchité ». Blanchité qui n'était pour moi, lorsque j'ai vu Get Out, qu'un terme obscur que j'avais dû entendre dans un quelconque débat télévisuel, probablement hautement nuancé, impliquant de l'antiracisme. Et pour être parfaitement clair, je vais redéfinir rapidement ce qu'est la blanchité. La blanchité est un concept sociologique qui tire son nom de la couleur de peau blanche qui représente l'Occident capitaliste chrétien. Et lorsqu'un film diabolise cette blanchité en la présentant comme le mal à l'origine du mal, il diabolise par conséquent l'Occident, le capitalisme, le christianisme et la peau blanche. L'un impliquant forcément les autres, si le film diabolise le capitalisme, il diabolise automatiquement l'Occident, le christianisme et la peau blanche. Si le film diabolise le christianisme, il diabolise automatiquement le capitalisme, la peau blanche et l'Occident, etc., etc.
Pour reconnaître ces films anti-blanchité, c'est donc simple. Il suffit de repérer les œuvres qui, sous couvert de divers luttes, premièrement, représentent négativement tous les blancs qui ont un rôle dans le déroulement de l'intrigue, comme dans Get Out ou Athena. Deuxièmement, les films qui représentent négativement les hommes blancs non gays, comme dans Birds of Prey, Joker et The Last of Us la série. Troisièmement, les films qui te disent explicitement que tous les blancs doivent disparaître, comme dans Snowpiercer, ou implicitement, comme dans The Last of Us, série dans laquelle seuls les blancs gays sont représentés positivement. Les femmes blanches hétéros ayant un léger traitement de faveur, puisque, comme dans Birds of Prey, leurs mauvaises actions sont causées par la blanchité dans laquelle elles ont grandi. Et donc, pour trouver leur rédemption, n'ont d'autre choix que de rester célibataires, comme Harley Quinn, ou de se sacrifier comme Tess. Le sacrifice qui, d'ailleurs, est l'unique repentir pour les hommes blancs non gays, comme le héros de Snowpiercer, ancien cannibale, et le vieux médecin de The Last of Us la série, ancien collabo, bien évidemment. A noter que si un non-blanc est capitaliste ou chrétien ou occidentalisé, il est, comme le dit Get Out, au propre comme au figuré, blanc à l'intérieur. Donc un traître envers les non-blancs, comme on peut le voir notamment dans Birds of Prey. Get Out est la note d'intention qui permet de comprendre cette rhétorique extrémiste véhiculée par tous ces films anti-blanchité. Pourquoi extrémiste ? Parce qu'elle déresponsabilise, en fonction des luttes prétextes qu'elle utilise comme bouclier, les non-blancs et ou les femmes et ou les LGBT, en disant que si l'un de ces groupes ou tout partie perpétue des crimes quels qu'ils soient contre des blancs et ou des non-blancs, c'est à cause de l'oppression de la blanchité. Donc, selon ces films anti-blanchité, les blancs sont responsables de tous les mauvais comportements de tout le monde. Un parfait exemple de ce postulat est le film Athena, dans lequel ce non-blanc est un dealer à cause du capitalisme symbolisé par cette blonde, et dans lequel Daesh est représenté par Sébastien, le fabricant de bombes artisanales, qui servent à l'attentat suicide d'un des personnages principaux poussé à bout par le christianisme. Oui, car son petit frère a été tué par ce néo-nazi sans visage qui s'avère, oh tiens, être le seul représentant du christianisme du film, montrant ainsi que le christianisme, donc la blanchité, donc les blancs, sont responsables du terrorisme islamiste. Non mais, sérieux quoi. Sérieux. Et cette déresponsabilisation est le troisième bienfait de la diabolisation de cette rhétorique qui, considérant les blancs comme le mal à l'origine du mal, permet la légitimisation de l'extrémisme anti-blanc de la part de tout le monde. Et donc, lorsqu'un blanc se fait tuer, il se fait en réalité suicider, puisque selon cette rhétorique, après avoir donné une arme à sa victime qui l'a transformé en son bourreau, il l'a poussé à presser la détente. Et ce principe d'autodestruction est parfaitement symbolisé dans Get Out, avec le suicide de la grande méchante blanche, par ce non-blanc, blanc à l'intérieur. Et quand la blanchité ne se fait pas suicider, elle se suicide en emportant la non-blanchité avec elle, comme ce non-blanc blanc à l'intérieur qui, après avoir suicidé la grande méchante blanche, se suicide. Et pour que la blanchité trouve sa rédemption, puisqu'elle est responsable de tous les maux de la planète, elle doit se sacrifier pour sauver la non-blanchité. Comme dans Snowpiercer, avec l'air glaciaire, la neige blanche, tout ça, causé par le capitalisme, et le train symbole de l'Occident qui se fait détruire par le héros blanc, ancien cannibale qui, se sacrifiant pour sauver deux non-blancs, se suicide, laissant aux deux nouveaux Adam et Ève une terre débarrassée de la blanchité, puisque la disparition des blancs coïncide, quel heureux hasard, avec la fin proche de l'ère glaciaire. Et tout ça se retrouve dans The Last of Us la série, qui te dit que si le cordyceps, le parasite végétal à l'origine de l'apocalypse, a pu muter pour s'attaquer aux humains, c'est à cause du réchauffement climatique provoqué par les échanges internationaux, donc du capitalisme, qui a répandu sur toute la planète le parasite, dont le début de l'infection nous est montré par cette famille de blancs, friands de gâteaux, dont des cookies, ce biscuit traditionnel américain, donc occidental, rempli de cordyceps. Famille qui symbolise donc la blanchité, qui s'empoisonne elle-même, donc qui se suicide, donc qui s'auto-détruit. The Last of Us la série, dont les hommes blancs non gays sont représentés, petit 1, par ce vieux médecin ancien collabo qui se sacrifie pour deux non-blancs, petit 2, par cette méchante qui, tuant le vieux médecin collabo par vengeance, se prive ainsi de soins médicaux, petit 3, par un voleur suicidé par sa lâcheté, petit 4, par une communauté chrétienne cannibale sous la houlette d'un prêtre violeur, bien évidemment pédophile, suicidé par une lesbienne, et petit 5, par un petit garçon qu'il vaut mieux suicider puisque, même si innocent, il est voué à devenir mauvais, puisqu'il a, sans le savoir, déjà le mal en lui, le cordyceps, donc la blanchité. Et là, j'aimerais faire un point. Cette rhétorique anti-blanchité, sous couvert de lutte contre le racisme, le capitalisme, le sexisme, etc., préconise donc l'extrémisme envers les blancs, ou, en fonction de la lutte prétexte, juste les hommes blancs non gays qui peuvent malgré tout se suicider pour se repentir. Elle préconise également le célibat pour les femmes blanches, elle préconise donc l'arrêt de la
production d'enfants blancs, lorsqu'elle ne préconise pas directement leur euthanasie. Et attention, ne tombons pas dans le piège de la diabolisation de ces œuvres, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Donc écolo, célibataire, homosexuel, religieux, etc., on s'en fout. Là je critique la rhétorique, pas les luttes derrière lesquelles elle se cache pour justifier son extrémisme. Bref, cette rhétorique dit clairement, sous couvert de lutte pour la plupart noble, que les blancs doivent disparaître. C'est donc non seulement une rhétorique dogmatique totalitaire, mais c'est en plus une rhétorique génocidaire. Vous rendez-vous compte qu'en associant des notions négatives à des notions positives, on en vient à véhiculer une rhétorique selon laquelle le génocide serait positif. Et là, j'arrête tout de suite ceux qui diraient « Mais non, t'exagères !» Non, la destruction d'un gène, quel que soit le moyen d'y parvenir, est un génocide. C'est la définition du mot. Et vous savez le pire, c'est qu'il suffirait de peu pour que ces œuvres soient nuancées. Option numéro 1, en intégrant ne serait-ce qu'un seul perso blanc, même tertiaire, qui aurait un rôle réellement positif dans le déroulement de l'intrigue, pour faire contrepoids et nuancer le propos afin qu'il n'attaque pas une couleur de peau, mais bien le racisme, le sexisme, etc. etc. Prenez Fezil par exemple, dans le film True Lies sorti en 1994. Ce personnage, faisant partie de l'équipe d'élite chargée de combattre un groupuscule terroriste, le Djihad Rouge, a un rôle positif dans le déroulement de l'intrigue, et donc nuance la représentation faite des Arabes. Ce personnage, même si secondaire, permet d'éviter l'amalgame entre le terrorisme et les Arabes. Ainsi, on ne diabolise pas les Arabes. Maintenant, imaginez que Fezil s'avère être un traître ou un ancien terroriste qui se repentit et se sacrifie pour sa rédemption. Quel message enverrait le film ? Un message dégueulasse qui assimilerait les Arabes au terrorisme et en ferait des causes perdues dès la naissance. Un film qui justifierait l'extrémisme anti-arabe. Et même si ce personnage est un totem d'immunité, comme j'ai pu l'entendre et le lire, Get Out aurait un totem d'immunité blanc, le film en serait au moins nuancé, se concentrerait sur les injustices faites aux non-blancs aux États-Unis et ne légitimerait pas l'extrémisme anti-blanc. Et là on pourrait me répondre, oui mais le héros est en droit de s'extrémiser dans le film, il fait ça pour survivre. Et ça tombe bien, car je voulais justement m'attarder sur ce point pour rappeler qu'il y a une différence entre expliquer qu'un humain s'extrémise et excuser qu'un humain s'extrémise. Dans le premier cas, on pointe du doigt les causes qui ont favorisé cette extrémisation afin de l'éviter. Dans l'autre, on se sert des causes de l'extrémisation comme d'excuses afin de la justifier. Par exemple, lorsque Gladiator nous montre pourquoi Commode est devenu un tyran qui recherche n'importe comment et avec n'importe qui l'amour qu'il n'a jamais reçu de son père, le film n'excuse pas les horreurs que Commode commet. Celui-ci les explique et, indirectement, nous dit que si Marc Aurèle, le père de Commode, n'avait pas fait l'erreur de négliger son fils, toutes ces horreurs auraient peut-être pu être évitées. Par contre, si on prend le film Joker, qui nous montre son personnage principal, alias la personnification de la blanchité qui s'autodétruit, alors qu'il est passé du côté obscur à cause de l'oppression du capitalisme, épargner la vie de ce nain parce qu'il l'aime bien, cela implique que tous ceux qu'il tue, même si on ne nous montre pas pourquoi il les tue, l'ont bien mérité. Comme cette psychiatre à la fin, qui se fait tuer hors champ et dont le sang marque les pas de notre cher extrémiste dans la séquence suivante. Le film n'explique pas, il excuse. C'est-à-dire que non seulement il légitime l'extrémisme du Joker, mais il légitime l'extrémisme tout court, puisque c'est de la faute des victimes si elles se font tuer. Un peu comme si dans Gladiator, on nous disait que « Bon, Commode tue la femme et le fils de Maximus, mais est-ce qu'il l'avait pas un peu mérité quelque part ?» Et cette légitimisation de l'extrémisme se retrouve dans Get Out, d'une part du fait que la cause de l'extrémisation de son héros est la blanchité, et d'autre part, avec cette scène où une voiture de flic arrive au moment où le héros vient de s'échapper de l'enfer en tuant la famille de détraqués de sa copine qui appelle alors à l'aide. Et là, le héros est blasé parce qu'il se dit « Merde, je vais finir injustement en tôle », ce qui est vrai. Mais celui qui est dans la voiture, avant qu'on ne sache que c'est son ami, n'est pas censé savoir ce qui s'est passé. Nous, en tant que spectateurs, savons ce qu'il a vécu, donc nous le comprenons, nous sommes avec lui, c'est normal. Ces bourreaux ont mérité ce qui leur arrive. Mais le supposé flic dans la voiture, il n'en sait rien lui, il serait tout à fait légitime de l'arrêter. Mais le film nous montre ça comme une injustice, ce qui a pour conséquence de suggérer que, comme le supposé flic qui n'a aucune connaissance de ce qui s'est passé avant, si on assiste à l'apparente agression d'un blanc par un non-blanc dans la rue, c'est parce que le blanc l'a sûrement cherché, parce qu'il est blanc. Donc c'est injuste d'arrêter le non-blanc, et donc, si on veut être un allié, un ami, comme ce que le conducteur se révèle être, il faut partir du principe que c'est le non-blanc la victime de la blanchité, ne rien dire et laisser faire. Alors, il est logique qu'une victime qui se rebelle contre ses bourreaux devienne leur bourreau, mais il ne faut surtout pas partir du principe que ce cas de figure précis est représentatif de tous les cas.
Car sinon, on légitime l'agression de véritables victimes par des bourreaux, et on en vient à déshumaniser les victimes en les assimilant à des bourreaux. Et on se retrouve encore à inverser le sens des mots. Athéna, une fois encore, illustre parfaitement cette inversion, puisque le film nous présente avec ce personnage les blancs comme des victimes, mais dans le sens lâche du terme, genre c'est une vicose tu sais, et oui, car selon la rhétorique anti-blanchité, les blancs ne peuvent pas être de véritables victimes puisqu'ils sont blancs, parce que ce ne sont que de méchants bourreaux de naissance. Quant aux non-blancs qui détruisent et s'autodétruisent, étant des victimes dans le premier sens du terme, ce sont des gentils bourreaux. Alors, dans un sens, le terme victime est utilisé pour humilier ceux qu'on considère comme des bourreaux, et dans l'autre, pour justifier les bourreaux. Et on en arrive à des films contre le racisme, le sexisme, l'intolérance envers une religion, etc., etc., qui légitiment la haine d'une couleur de peau, d'un sexe, d'une religion, etc., etc. C'est fou, hein, cette modification de la perception induite par la fluctuation dogmatique du sens des mots. Vous rendez-vous compte de la perversité de la rhétorique que ces films véhiculent? Tout ça à cause d'un manque de nuances causé par la diabolisation. Tout ça à cause de leur dogmatisme qui veut que tous les maux de la Terre ils sont causés par le mal absolu, la blanchité donc les blancs. Ils vont nous faire quoi la prochaine fois? Un film qui se déroule il y a 65 millions d'années, lors de la terrible colonisation temporelle des Blancs, à l'époque où non-blancs et dinosaures vivaient en parfaite harmonie dans un paradis, un monde dépourvu de haine, de sécheresse, de famine, de maladie, de froid, de nuit et de mort. Il y a un moment, va peut-être falloir se calmer et redescendre un peu sur Terre, non? Et là, on pourrait me répondre que « ça va, c'est juste dans quelques films ». Alors, vous pensez bien que je ne vais pas faire la liste de tous les films dans lesquels est présente cette rhétorique. Ici, je n'en cite que quelques-uns, les plus connus, et qui me permettent de l'exposer correctement. Et quand bien même ce ne serait que dans un petit nombre de films, comme je l'ai dit plus haut, la diabolisation dans la fiction se répercute automatiquement dans la réalité. Encore une fois, ces films, se servant de la diabolisation et de lutte noble qu'ils prétextent pour justifier leur extrémisme, afin de les utiliser comme boucliers, empêchent toute remise en question de leur discours. On peut remettre en question n'importe quel discours, doctrine ou idéologie, sinon cela signifie tout simplement que ce sont des discours, doctrines, idéologies, non seulement dogmatisés, mais en plus totalitaires, ou du moins véhiculés par une rhétorique dogmatique totalitaire. Et on peut remettre en question n'importe quel dogme ou religion, sinon ce sont des dogmes ou des religions totalitaires. On peut remettre en question la mythologie occidentale, dont le christianisme, sans se faire taxer d'hérésie. On peut remettre en question la mythologie orientale, dont l'islam, sans se faire taxer d'apostasie, de racisme ou d'islamophobie. On peut remettre en question un parti politique sans se faire taxer d'islamo-gauchisme, de wokisme, de droitardisme ou de fascisme. On peut remettre en question le dogme du genre ou la transidentité sans se faire taxer de transphobie. On peut remettre en question le discours d'un gouvernement sans être taxé de complotisme, tout comme on peut remettre en question ces remises en question d'un gouvernement sans être taxé de moutonisme. On peut remettre en question la théorie du Big Bang sans se faire taxer de Big Bangophobie, etc., etc. Et oui, je l'affirme, lorsqu'ils sont utilisés pour faire taire toute remise en question du discours auquel ils sont rattachés, et j'insiste là-dessus, lorsqu'ils sont utilisés pour faire taire toute remise en question du discours auquel ils sont rattachés, ces termes sont l'équivalent de blasphémateur. Et au cas où certains l'auraient oublié, le blasphème n'est pas interdit. Par contre, l'incitation à la haine pour, entre autres, crimes de blasphème, l'est, et heureusement, car, dans le cas contraire, cela signifierait que l'on vit sous l'oppression d'un état religieux. Le dogme est un choix personnel, pas un choix que l'on impose aux autres. Et ce, même si on est persuadé que parce qu'on s'épanouit grâce à ce choix, il épanouira autrui. Non, on n'émancipe ni ne s'émancipe en soumettant, et on ne fait pas de la vie d'autrui un enfer pour le préserver de l'enfer. Un dogme qui rejette ceux qui ne s'y soumettent pas est un dogme totalitaire. Et ne pas oser remettre en question ou carrément empêcher la remise en question d'un dogme ou d'un discours dogmatisé qui n'est pas le sien, ne signifie pas respecter ou tolérer ceux qui s'y soumettent, c'est s'y soumettre tout court. Il est temps de dédogmatiser le discours, et ce, sous quelque forme qu'il se présente. Car, toujours dans le cadre de la fictionnalisation de la réalité, si la dogmatisation touche une forme de discours, cela touche toutes les autres. Ici, nous parlons d'art et de cinéma, mais si le cinéma dogmatisé se trouve aussi être politisé, cela dogmatise la politique. Et là, j'en entends déjà me répondre que cinéma politisé est un pléonasme, car tout le monde sait que tout est politique. Et cette célèbre affirmation, selon laquelle tout serait politique, est une confirmation de la dogmatisation de la politique. Pourquoi? Parce que cette affirmation ne se base sur rien d'autre que sur elle-même. À mon tour de poser la question, pourquoi tout serait politique?
si ce n'est parce qu'on affirme que tout l'est. Comme si la politique était une espèce d'entité supérieure qui existait comme ça, spontanément, à l'état naturel, indépendamment d'une espèce intelligente comme, par exemple, l'humain. Il y a l'humain, et ensuite la politique, et ensuite les revendications politiques. Après, tout peut être récupéré par la politique, oui, bien entendu, dans un but communicatif, pour améliorer l'image de son bord ou salir l'image du bord opposé. Mais affirmer que tout est politique est une preuve de la dogmatisation de la politique. Et dogmatiser la politique implique par conséquent que tout, absolument tout, comme, je sais pas, faire ou ne pas faire du sport par exemple, a un bord politique. Et comme le dogme implique des notions arbitraires de bien et de mal, dogmatiser la politique implique automatiquement qu'il y a d'un côté la politique du bien et de l'autre la politique du mal. En d'autres termes, qu'il y a un bord politique qui représente le bien et un bord politique qui représente le mal. Mal et bien étant relatifs au bord dogmatisé qui considérera que le camp du mal est le camp d'en face. Mais quelles conséquences, me demanderez-vous ? Eh bien, comme toujours, l'amalgame entre une notion négative et une notion positive, mais cette fois-ci dans sa forme la plus pure, puisqu'il s'agira des notions de bien et de mal. Petite parenthèse très rapide, qu'est-ce que le mal ? C'est tout simplement la possession physique ou psychologique du corps d'autrui. C'est soumettre quelqu'un à sa volonté par la force physique et ou psychologique. Les pires manifestations de cette soumission étant l'esclavage, le viol et le meurtre. Quant au bien, c'est tout simplement ce qui n'est pas le mal. Et pour faire le bien, il suffit tout simplement de ne pas faire le mal ou de le combattre. Bref, amalgamer les notions de bien et de mal par leur affiliation à une politisation dogmatisée conduit à estimer que si la politique du mal fait quelque chose de bien, c'est mal. Et si la politique du bien fait quelque chose de mal, c'est bien. Et pour faire un parallèle avec l'histoire avec un grand H, toutes les pires atrocités à grande échelle perpétrées envers l'humain ont été commises par des humains persuadés de faire le bien à cause de la dogmatisation de l'autorité politique, quelle qu'elle fût, à laquelle ils s'étaient soumis. Mais bon, ça va, on est encore loin d'un tel aveuglement. Je veux dire, personne n'a encore osé qualifier certaines organisations terroristes de mouvements de résistance. Comme si le terrorisme islamiste était à l'Occident ce que la résistance était au Troisième Reich. Non, on n'en est pas encore là. Et là, j'aimerais bien revenir quelques instants sur le roman 1984, dont l'intrigue se déroule sous le joug d'un état totalitaire inspiré du stalinisme arrivé au pouvoir suite à une révolution anticapitaliste, dans lequel, outre l'amalgame entre une notion positive et une notion négative, il y a bien évidemment le crime de pensée, dont l'une des extensions est la réécriture. Petit extrait. Ampleforth était tout occupé à rédiger des versions tronquées, on les appelait les versions définitives, de poèmes désormais offensants d'un point de vue idéologique. Et c'est marrant parce que cette notion de réécriture me rappelle quelque chose. Vous savez, ces fausses suites qui sont en réalité des remake-reboots qui réécrivent et ou réinterprètent et ou annulent a posteriori les œuvres dont elles sont censées reprendre le flambeau. Ces œuvres-ci sont les artefacts du discours révolutionnaire totalitariste anti-Occident, porté par ces œuvres-là, qui préconisent un redémarrage à zéro de l'Occident, un reboot donc. Et là on pourrait me répondre un argument que j'ai souvent entendu et lu, oui mais tu te trompes parce que ce n'est sûrement pas l'intention des auteurs. Alors, je ne m'attaque pas aux auteurs, mais au discours qui est véhiculé involontairement sûrement dans certaines de leurs œuvres. Et quand bien même c'est involontaire, si demain j'invente un remède contre le cancer des testicules et que ce remède s'avère être un poison mortel pour les femmes, peu importe mes intentions de base, mon remède sera malgré tout un poison pour les femmes. Et le soulevé ne fera pas de celui ou celle qui le dénonce une personne pro-cancer des testicules. Et là vous allez me dire, mais quel rapport entre la maladie des couilles et l'anti-blanchité ? Eh bien, le rapport, c'est que cette rhétorique est un poison. The Last of Us est d'ailleurs un parfait exemple du mal qu'elle produit, puisque là où le jeu de base parle de réhumanisation, la série déshumanise une partie de la population en la jugeant responsable de tous les maux de la planète. Et pour ceux qui auraient encore des doutes à ce niveau de la vidéo, demandez-vous juste pourquoi le jeu de base place le début de l'apocalypse en 2013, c'est-à-dire l'année de sa sortie, alors que la série la place en 2003, soit 20 ans avant l'année de sa sortie. Tout simplement parce que la période post-apocalyptique se déroule 20 ans après. Et là où l'intention du jeu était d'être plus immersif en plaçant le début de l'apocalypse en même temps que l'année de sa sortie, la série place la période post-apocalyptique en 2023, soit l'année de sa sortie, afin d'en faire une analogie de l'époque contemporaine. Avec cette rhétorique, on passe petit à petit d'un cinéma universaliste dans lequel le bien et le mal, dans ses meilleures productions, n'a ni couleur de peau, ni sexe, ni orientation sexuelle, ni religion, à un cinéma où le mal a une couleur de peau, un sexe, une orientation sexuelle, une religion,
etc. Et là, on va me dire, ouais, mais dans les coulisses de production de ces films, il y avait sûrement du racisme, du sexisme, etc. Et j'ai envie de répondre, oui, et comme malheureusement, il y en a encore, et comme il y en aura malheureusement toujours, et qu'il faudra toujours combattre. Il vaut mieux des coulisses avec du sexisme et du racisme qui délivrent des films réellement progressistes, que des coulisses avec du sexisme et du racisme qui délivrent des films qui cachent leur régressisme derrière un bouclier progressiste. Et au-delà de son aspect abject évident, cette rhétorique nous dit qu'il n'y a aucun dialogue possible entre les blancs et tous les autres, et ne fait rien pour y remédier. Au contraire, puisqu'elle tente à changer le sens des mots. Et si le sens des mots fluctue en fonction des envies de chacun, le dialogue est rompu. Et dans une relation quelle qu'elle soit, lorsque le dialogue est rompu, il ne reste que le conflit, ce qui ne mène qu'à une chose, la loi du plus fort. Cette rhétorique pousse à la radicalisation de chaque camp qu'elle a elle-même défini. Et lorsqu'il n'y aura définitivement plus de dialogue, ce sera celui qui dominera l'autre. Ce n'est pas une couleur de peau qui détruira l'humanité, mais le dogmatisme qui la pousse à voir ce qui n'existe pas et à refuser de voir ce qu'elle a sous les yeux, à commencer par elle-même. Les kamikazes qui se font exploser sont à quel niveau de déni de la réalité, vous pensez ? Pour nier l'existence de ceux qu'ils haïssent et la leur au point d'essayer de les détruire en s'auto-détruisant. On est à quel degré de fictionnalisation de la réalité pour croire que son corps n'est qu'une encre qui n'a pour seul but que de retenir son âme accrochée à la terre. Vous savez le devoir de mémoire. Cela ne concerne pas que les juifs et les allemands, hein. Cela concerne l'humanité tout entière, afin de se rappeler ce que l'humanité peut s'infliger à elle-même dès lors que, refusant de regarder son reflet, elle oublie ce qu'elle est. Mais bon, pas de panique, l'Occident et les Occidentaux ne sont pas voués à s'autodétruire. Croire le contraire serait être fataliste, et croire en la fatalité d'un événement, c'est ne rien faire contre son arrivée, voire le provoquer involontairement. Cependant, il n'est pas invraisemblable de penser qu'il existe une rhétorique qui pousse à la destruction et à l'autodestruction de l'Occident et des Occidentaux. Et sans pour autant la prendre pour argent comptant, il faut la prendre en compte, afin d'éviter qu'elle ne s'infiltre définitivement dans le discours et, façonnant le regard, ne soit acceptée comme une vérité incontestable. La seule chose rassurante, finalement, c'est de voir que ces films anti-blanchité, donc anti-capitalistes, décrédibilisent leur propre discours, car sans le capitalisme, il n'existerait pas. Ces films représentent un capitalisme faussement anti-lui-même, un capitalisme dans la posture donc, qui se prétend révolutionnaire, alors qu'il ne fait que renforcer sa domination. Cette rhétorique déshumanisante, pourtant occidentale, pousse à la haine les non-occidentaux et les occidentaux, de l'Occident et des occidentaux. Cette rhétorique occidentale est une rhétorique autodestructrice, une sorte de dérivé extrémiste du complexe du sauveur qui préconise, pour le salut de l'humanité, le sacrifice non pas de l'autoproclamé sauveur, mais de tous ses congénères. Mais attention, encore une fois, ce n'est pas parce que ce discours extrémiste est débile qu'il ne faut pas le prendre au sérieux. Apocalypto, sorti en 2007, nous disait en ouverture, cette citation, « Une grande civilisation n'est conquise de l'extérieur que si elle s'est déjà détruite de l'intérieur », qui se confirme plus tard dans le film avec cette cité empoisonnée par un dogmatisme autodestructeur qui a déjà mâché le travail à l'envahisseur. Et oui, la comparaison avec l'Occident qui va s'autodétruire s'il se laisse empoisonner par cette rhétorique dogmatique autoritaire qui le pousse à sa propre détestation et à celle de ses voisins est valable. Et très rapidement, pour éviter qu'on ne me fasse un procès d'intention parce qu'il y a la notion de conquête extérieure dans mon exemple utilisé en comparaison avec l'Occident, je ne suis pas contre la migration. Cette démarche qui consiste à, comme Jake Sully dans Avatar, s'imprégner de la culture locale et s'intégrer. Par contre, je suis contre l'invasion. Cette démarche qui consiste à, comme Quaritch dans Avatar, s'imposer, imposer sa culture et foutre la merde. La même merde qu'on a importée du territoire qu'on a quitté à cause de cette même merde. Et je suis pour la distinction entre ces deux termes, contre leur amalgame et contre l'inversion du sens des mots. Car je suis contre la diabolisation et donc contre la dogmatisation. C'est pour cette raison que je rappelle une dernière fois que cette rhétorique anti-blanchité ne concerne que les œuvres qui diabolisent les blancs et ou préconisent leur disparition. Il n'y a que dans ces cas de figure précis que les luttes contre le racisme, le sexisme, etc. sont des prétextes utilisés comme boucliers. Sans cette base diabolisante, génocidaire, raciste, sexiste, etc., ces luttes sont totalement légitimes et défendables à travers l'art. Pour conclure, j'aimerais bien préciser que ça ne m'amuse pas de parler de ce genre de rhétorique de merde. Mais si j'en ai une là en face de moi, je ne vais pas faire comme si elle n'existait pas. Et qu'on soit bien clair, encore une fois, je ne la connaissais pas avant de me pencher sur ces films. Ce sont ces films qui me l'ont craché à la gueule, et qui me l'ont recraché une deuxième fois, voire une troisième, bref, à chaque revisionnage que j'ai effectué, lorsque j'ai voulu infirmer le postulat que j'ai construit à partir de ceci.
On peut bien évidemment ne pas être d'accord avec ce que je dis dans cette vidéo, et j'invite d'ailleurs à voir ou revoir ces films afin de se forger son propre point de vue, et ainsi, si on a des éléments qui l'infirment, remettre en question en partie ou dans sa totalité la plausibilité du point de vue qui est développé. Par contre, on ne confond pas insultes et arguments, on ne me fait pas de procès d'intention, bref, on ne me diabolise pas, et on ne me donne pas des arguments auxquels j'ai déjà répondu dans la vidéo. J'ai commencé à écrire cette vidéo en septembre 2022, le lendemain de la sortie d'Athéna. Cela a été une prise de tête infinie, je regarde au moins 2 fois les films avant d'en parler, afin de vérifier, d'infirmer et de remettre en question l'interprétation que j'en ai faite, afin d'être sûr de ne pas leur faire dire n'importe quoi. En d'autres termes, je les écoute afin de comprendre ce qu'ils disent, j'attends donc, lorsqu'on remet en question le point de vue développé dans une de mes vidéos, que l'on applique sur cette dernière et les œuvres qui y sont examinées, cette même démarche scientifique. Putain. Oh la vache. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, que vous êtes d'accord avec ce que je dis, ou qu'elle vous a intéressé, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter. Voilà, bisous bisous.